wife? A son? And then what? We won the war. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais réaliser seul, malheureusement, désolé. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Il sort aujourd'hui même, à l'heure où sort cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas eu le droit de la sortir plus tôt parce qu'il y avait un embargo critique jusqu'au 14 juillet, donc jusqu'à la veille de la sortie inclus. Donc voilà, si tout se passe comme prévu, elle devrait sortir le 15 juillet à minuit. Donc voilà, je suis hyper content de pouvoir être parmi les premiers à parler de l'Odyssée. C'est évidemment l'une des plus grosses sorties de l'année. Il y en aura d'autres, on essaiera d'être sur le coup aussi, surtout sur ma mère. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est le nouveau film de Christopher Nolan avec un casting immense, hein, encore plus grand que celui d'Oppenheimer. On retrouve notamment Matt Damon dans le rôle d'Ulysse, le personnage principal, et puis Télémaque interprété par Tom Holland. Et on a également Anna Thaoué, Charlize Theron, Benny Safdie. Voilà, toute une ribambelle d'acteurs et d'actrices que vous allez vous faire un plaisir de découvrir lorsque vous irez voir le film. C'est donc un film qui a été tourné en 70 mm IMAX intégralement. C'est, je crois, le premier de l'histoire. Donc du Nolan tout craché, hein, qui fabrique de nouvelles caméras à chaque fois qu'il fabrique de nouveaux films. C'est un film qui, moi, m'a plu. Je trouve que j'ai passé un bon moment et j'en suis ressorti surtout hyper heureux d'avoir pu voir ça et en ayant l'impression d'avoir quand même vu quelque chose de rare dans le cinéma d'aujourd'hui ou le cinéma d'hier d'ailleurs, dans le cinéma tout court. Donc voilà, après je suis nuancé, c'est un film de Nolan, donc il y a tous les défauts un peu inhérents à aux œuvres de Nolan et qui je trouve sont plus prononcés ou en tout cas que j'arrive plus à voir depuis quelques films. Donc je vais commencer par cette partie-là. Je vais commencer par les points négatifs, par les défauts que je trouve au film. Et ensuite, je vais expliquer pourquoi ça reste pour moi tout de même une vraie belle œuvre de cinéma, assez impressionnante. Donc la première chose, ça va concerner le rythme. En fait, on est sur un montage qui est plus ou moins, voire même totalement le même que celui d'Oppenheimer. En fait, on a l'impression que c'est la recette formelle d'Oppenheimer qui a été calquée à l'Odyssée. Donc c'est les caractéristiques, hein, de cette forme qui caractérise d'ailleurs globalement bien Nolan sur à peu près tous ses films. Mais c'est vrai qu'avoir vu Oppenheimer et l'Odyssée en deux films consécutifs, c'est encore plus frappant. On a de la musique tout le temps, hein. J'aimerais bien avoir les chiffres, mais c'est très rare les scènes sans musique dans l'Odyssée. On a une voix off, hein, on a un récit, voilà, donc ça peut potentiellement se justifier, hein, dans l'Odyssée, j'y viendrai. Mais en tout cas, on a la voix off comme on avait la voix off d'Einstein ou la voix off de Oppenheimer dans le film Oppenheimer. On vous raconte l'histoire littéralement. Et on a aussi ce mélange des temporalités, hein. Dans l'Odyssée, on a à un moment donné soit Ulysse qui va parler à tel personnage pour lui raconter tel événement. Et donc en fait voilà, on va voyager entre les temporalités parce que donc le voyage d'Ulysse une épopée qui s'étend sur des dizaines d'années. De la guerre de Troie jusqu'à son retour chez lui à la fin. Donc on a des temporalités qui sont complètement mélangées. C'était aussi le cas dans Oppenheimer, rappelez-vous, c'était d'ailleurs bien marqué avec l'utilisation du noir et blanc notamment, ce qu'on n'a pas du tout là. Pour moi, ce sont des artifices que Nolan utilise pour dynamiser son film. C'est des artifices qu'il utilise pour qu'on ne puisse pas lâcher. Les œuvres de Nolan, c'est des œuvres qui sont souvent denses parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. Encore une fois, vous allez voir, j'ai beaucoup parlé d'Oppenheimer, mais parce que la comparaison, en fait, elle est assez évidente, trop évidente d'ailleurs. Que ce soit dans Oppenheimer ou dans l'Odyssée, c'est des récits qui sont extrêmement riches. Il y a des milliards de choses à en dire. Et il a besoin de dynamiser ça. C'est des films qui durent 3 heures, hein. L'Odyssée, il me semble que c'est 2h56.
Il a besoin de dynamiser tout ça parce qu'il a besoin d'en faire des blockbusters. Et je trouve que c'était des procédés qui pouvaient se comprendre dans Oppenheimer, dans le sens où Oppenheimer, c'est vraiment un film de procès, en tout cas ça le devient de plus en plus, surtout sur sa deuxième partie. Et lui, il avait la volonté d'en faire un blockbuster, et donc transformer un film de procès en blockbuster de 3 heures que tu ne vas pas lâcher, je trouvais ça pertinent d'utiliser ces procédés, voilà, de mettre une vraie bande-son extrêmement présente qui rythme vraiment le film, qui donne une vraie identité au film. Hein. C'était une bio de Ludwig Göransson. Je reviendrai à la musique un peu plus tard parce que c'est aussi une qualité dans l'Odyssée, mais elle est aussi composée par Ludwig Göransson. Ça se comprenait, mélanger les temporalités. Enfin, en fait, essayer de trouver des procédés pour dynamiser le film et le scénario Oppenheimer, c'était quelque chose qui se comprenait. Dans l'Odyssée, moins. En fait, l'Odyssée, il y a énormément de choses qui sont déjà dans le livre, qui sont déjà dans le récit. Ulysse, il traverse des choses tellement incroyables et qui offrent tellement de possibilités de mise en scène, tellement de possibilités de point de vue, de regard, d'adaptation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a eu tant et que quand Nolan s'est attaqué à ça, c'était presque un argument marketing en soi, en fait, le fait que son film soit l'Odyssée. Que je trouve que ça se comprend moins. Moi, j'aurais pu accepter des moments plus tranquilles, des moments où on voit comme ça le bateau s'avancer vers l'horizon. Et je trouve que ça s'entend moins dans l'Odyssée d'utiliser tous ces procédés. Donc il y a certains moments dans le film où on se fait vraiment la réflexion de se dire c'est beaucoup, c'est peut-être trop, et au final ce qu'on voit à l'écran ne le justifie pas forcément. Donc c'est des moments qui peuvent être un petit peu gênants et un peu dérangeants, et voilà. Et en fait on a eu l'impression que en fait il était qu'il n'avait pas confiance réellement en son film, et c'est pour ça qu'il utilise tous ces procédés, parce qu'on a l'impression qu'il a constamment peur que le spectateur s'ennuie. Et donc moi, ça m'a vraiment fait penser, ouais, à une espèce de film avec un réalisateur un peu fragile, en fait, un peu complexé, et qui, en fait, pour prouver on ne sait trop quoi, va sortir l'artillerie lourde avec des gros effets, des grosses musiques, un montage ultra dynamique. Et donc voilà, c'est un film dans lequel il y a une espèce de masculinité un peu ridicule, qui essaye encore de se prouver des choses, alors qu'on a juste envie de voir l'Odyssée, quoi. Et la transition est toute trouvée pour parler des personnages féminins. Alors voilà, rien de nouveau chez Nolan. C'est un réalisateur qui n'a jamais su écrire pour les femmes, qui n'a jamais su réaliser pour les femmes. Ça n'a jamais été le cas, ça l'est pas plus dans l'Odyssée. On a pourtant un personnage féminin, celui de Pénélope, qui est porté par une grande actrice qui livre une grande performance, hein, qui est Anna Thaoué. Mais elle reste confinée à un rôle de femme qui essaie de garder son honneur en attendant son mari, en fait, sans aller rejoindre un autre prétendant, alors même qu'on nous avait fait comprendre, en fait, que Ulysse, il voulait faire promettre à Pénélope de prendre un autre prétendant, mais en fait elle, non, elle veut garder son honneur et elle veut son mari, et c'est très limite. Alors j'ai conscience qu'il adapte un récit antique, que la place des femmes n'était peut-être pas la même à l'époque et que le récit veut ça. Maintenant, il y a des milliards d'exemples, en fait, de personnages féminins qui ont été réécrits, hein, c'est le principe de la réécriture, et c'est ça qui est intéressant, en fait, quand on réécrit, quand on adapte une œuvre existante, c'est d'essayer de faire autre chose que ce qu'on nous a proposé de base, de prendre les éléments qui existent pour essayer d'en faire autre chose. Là, je trouve qu'il n'y arrive vraiment pas. Anna Thaoué fait tout son possible, encore une fois, en livrant une prestation hyper impressionnante. Mais le récit lui permet pas d'aller aussi loin qu'on le voudrait. Et c'est assez dommage. Je pourrais aussi parler d'une autre grande actrice qui est largement sous-exploitée dans le film, qui est Zendaya. Je me suis promis de pas spoiler, de pas trop en dire, en fait, sur l'Odyssée. Le spoil, c'est un peu spécial parce que on sait comment se termine l'Odyssée, mais de pas trop révéler ce que vous allez voir dans le film. Mais le personnage de Zendaya est extrêmement sous-exploité, voire même inutile, voire même placé là. On ne sait pas trop pourquoi. En fait, son personnage, en fait, est assez lourd. Sa fonction est pas bien définie, et finalement très très vaine. Donc ça, c'est dommage quand on connaît les talents de Zendaya et ce qu'elle a pu faire dans tout un tas d'œuvres où elle est juste exceptionnelle.
Et pour en terminer sur le casting, on est face à un nouveau film, comme peuvent le faire Wes Anderson, comme peuvent le faire en France Quentin Dupieux. On est face à un casting à rallonge, en fait, un défilé de stars constamment. Et vu que le film se veut épique, vu que le film est épique, en fait, là où on veut nous rendre les personnages épiques, des fois on a un peu l'impression, quand on a un nouveau personnage qui arrive, que c'est une énième star, que en fait c'est plus l'acteur ou l'actrice en eux-mêmes qui sont épiques et pas réellement les personnages qu'on nous présente. Donc ça, c'est un vrai souci. Oui, il sait s'entourer. Oui, il prend des grands comédiens, comédiennes. Oui, Robert Downey Jr., il était incroyable dans Oppenheimer. Matt Damon, il est parfait dans le rôle. Tom Holland, il est parfait dans le rôle. Mais quand ils apparaissent à l'écran, on a l'impression que Nolan nous dit, regardez, c'est tout ce monde-là que j'ai eu. Et c'est un peu dommage. Je suis même pas sûr que lui, il le conscientise comme ça, en fait, parce que Nolan, il n'a plus rien à prouver en termes de cinéma. On sait qu'il est capable de signer n'importe quel acteur avec n'importe quel budget. Mais c'est vrai que c'est cette impression-là qui persiste et je trouve ça assez dérangeant. Donc tout ça, ça contribue en fait à une certaine lourdeur qui ressort du film et un peu une fatigue. Je peux ajouter à ça que je l'ai vu en projection de presse au Pathé Palace, qui est doté d'une technologie Dolby en termes de son, qui est assez ouf. Le son était assez fort. Enfin voilà, tout était fait pour mettre les journalistes dans les meilleures conditions pour voir le film. Et que donc en fait, ce truc-là, il est un peu à double tranchant parce qu'en fait, quand c'est trop, c'est trop. Et un son aussi parfait soit-il, si t'en mets plein les oreilles pendant 3 heures, bah, il va t'en mettre plein les oreilles pendant 3 heures et tes oreilles elles vont en avoir un peu marre au bout d'un moment. Donc c'est quand même une impression qui est là tout le film, c'est-à-dire un peu un truc de... Le film en fait ne te laisse jamais souffler et c'est un peu un souci, c'est pas la première fois pour Nolan, mais là en fait avec l'Odyssée il atteint un peu le summum de tout ça et j'espère qu'il le refera, que en fait, j'espère que pour son prochain film, il va s'attaquer peut-être à quelque chose de plus simple, de plus modeste, comme il a pu le faire par le passé, comme il a pu le faire avec Le Prestige, comme il a pu le faire avec Memento, comme il a pu le faire, bon là c'est parce que c'était ses premiers films, mais comme il a pu le faire en fait avec d'autres films qui étaient plus simples en fait, plus sobres et où il prenait plus le temps et il y avait des idées vraiment géniales. Donc voilà pour ce qui m'a dérangé dans le film et ce qui fait que pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le film de l'année, c'est pas le film du siècle, c'est pas le meilleur film de Nolan. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Maintenant, on retrouve aussi ce qu'on aime voir chez Nolan. On retrouve notamment des scènes réalistes qui sont dues au fait, on le répète tout le temps et c'est également un argument marketing un peu pour Nolan, que Nolan tourne en décor naturel. Donc il est allé tourner en Grèce, il est allé tourner en Islande, je ne sais plus quel autre lieu il y a au générique, j'avais regardé. Mais il a tourné dans plein d'endroits différents qui lui permettaient d'avoir des décors auxquels le spectateur croit. Et ça, en fait, c'est un choix qui paye. C'est un choix qui a toujours payé dans tous les films, hein. C'est un choix qui paye dans Pirates des Caraïbes, sur la première trilogie. Et c'est un choix qui paye là encore. Et qui a payé d'ailleurs sur d'autres films de Nolan, hein, qui a payé dans Oppenheimer, qui a payé dans Batman, quoique c'est discuté par certains, mais moi je le trouve. Et là ça fonctionne en fait, c'est un vrai bateau, donc en fait on les voit sur un vrai bateau, donc on a l'impression que c'est un vrai bateau parce que c'est un vrai bateau. As an actress, it's such a luxury to be in such an immersive space. I don't have to pretend like I'm on a boat. I am on the boat, like we are at sea. What a gift, There's a certain level of information that you learn when something is real. So when you go to these places, you just feel it, and it just adds another layer to what it is that you're trying to express. One of the things I like about shooting on location is we're moving countries every couple of weeks. On croit aux armes, on croit plus difficilement à la saleté et à la fatigue parce qu'on connaît toutes les têtes. Donc en fait on se dit ok, cette personne-là à la fin du tournage en fait elle rentre dans son hôtel 5 étoiles. Donc ça c'est plus compliqué, c'est pour toujours ce truc de casting à rallonge et de grandes stars. Mais on croit à tout ça et c'est une vraie qualité. Et pour revenir sur cette histoire de son, on a une musique qui est juste époustouflante. Donc ça, pour moi, c'est pas ce qui sauve le film, mais c'est ce qui donne la puissance au film. Et ce qui fait que sur certaines scènes où on pourrait en avoir marre, on pourrait avoir les oreilles qui saignent un peu, et ben en fait, on est rattrapé. On est rattrapé parce que Ludwig Göransson, donc c'est pas du tout sa première collaboration avec Nolan, hein. Il avait fait Tenet, il me semble, et Oppenheimer pour sûr.
Ludwig Göransson, donc qui est un grand réalisateur maintenant, enfin un grand compositeur, un illustre compositeur. Je crois que c'est lui qui avait fait Black Panther notamment, mais plein d'autres films. Là, il livre pour moi sa meilleure prestation, ses meilleures compositions. On sait que c'est quelqu'un qui aime travailler avec des instruments un petit peu différents des instruments classiques des orchestres, qui aime explorer en termes d'instruments. Et là, ça s'y prête particulièrement parce qu'on est dans un récit antique, on est à l'étranger, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans un film d'action et d'espionnage. Et donc là, en fait, on a l'impression que c'était son projet, que c'était le projet qu'il lui fallait à Ludwig Göransson pour signer une BO qui est largement équivalente à celle que peuvent signer aux meilleurs BO de Hans Zimmer. Ludwig went very deep on researching the sort of instruments that they might have had at that time. Chris had mentioned early that he was interested in aulos, he was interested in lyre. The aulos is an ancient Greek instrument. It was the most popular rock star instrument for 1,000 years. This is a replica of an aulos. The original dates from between the 6th century and the 5th century BC. We don't have any surviving reeds. So I worked with 2 other people, and we spent a while trying to work out and figure out how this bit worked at the top. We had to read lots of ancient source material and try and work out how they did it. Je trouve que là, c'est hyper impressionnant. La scène des sirènes, notamment, je vous en dis pas trop, encore une fois, mais de toute façon, vous le verrez. Et en termes de BO, on a aussi Travis Scott. Je sais plus si ça avait été annoncé, moi je l'ai découvert en tout cas au moment du film. Travis Scott qui fait un caméo dans le film et qui signe la musique du générique de fin. Et je trouve qu'il est plutôt bien utilisé. Je trouve que c'est une bonne musique de fin. Voilà. C'était juste parce que c'était Travis Scott que je voulais le dire. C'est pas exceptionnel, mais ça passe plutôt bien, mais c'est marrant. Donc voilà. Et donc cette musique de Ludwig Göransson qui est en plus complètement magnifiée par le mixage sonore du film, qui est juste hallucinant. Alors voilà, c'est des partis pris, hein. Il y a c'est un mixage, la musique est mixée très haute, hein. Il y a des effets sonores, les flèches, etc. qui sont mixés très haut, comme on peut retrouver un petit peu dans les films de Ridley Scott, pas à ce point-là quand même, parce que lui c'est chaud. Mais voilà, encore une fois, moi je l'ai vu dans de super conditions, mais je pense qu'en fait vous allez le remarquer même en allant le voir dans une salle classique UGC, Pathé ou que sais-je, mais enfin je dis UGC parce qu'ils ont des qualités de son, des gammes de son qui sont moins bonnes que celles de Pathé, moins à la pointe technologique que celle de Pathé, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde va pouvoir remarquer. Et la qualité de l'image, la lumière est magnifique aussi, et en fait ce tout-là, ça te donne une expérience sensorielle. Et en fait, au milieu du film, j'ai compris que ce que Nolan y cherchait dans le cinéma, c'était, enfin, ou en tout cas dans l'Odyssée particulièrement, mais dans le cinéma de manière générale, c'est une expérience sensorielle. D'où le fait de faire construire des caméras à chaque film, d'où le fait de tenir à l'IMAX, de tenir au 70 mm. Et en fait, c'est ça, c'est des expériences sensorielles, et il met des scénarios au service des expériences sensorielles. Ce qui explique pourquoi ces dialogues, ils sont un peu lourdingues, ils sont pas toujours hyper bien écrits. Ce qui explique pourquoi, en fait, il veut tout dynamiser. En fait, il ne veut pas lâcher le spectateur. Il veut que le spectateur soit dans une bulle sensorielle pendant 2h50. Je conçois totalement que ça convienne pas à certains. Je conçois totalement que ce soit pas pour ça que beaucoup viennent au cinéma. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément quand c'est bien fait. Et à ce niveau-là, on pourrait potentiellement le rapprocher d'un Cameron, hein, qui a aussi ce rapport-là à la technologie, sauf que Cameron a été encore plus novateur que Nolan, et que Cameron, c'est un auteur pur et dur. Donc Cameron, c'est vraiment quelqu'un qui va aller chercher le récit, là où Nolan, en fait, Cameron, c'est quelqu'un qui va mettre la technologie au service du récit, là où Nolan, il va vraiment mettre le récit au service de la technologie, pour nous livrer quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. Et ce qu'on voit dans l'Odyssée, ce qu'on voit dans Oppenheimer, mais d'ailleurs ce qu'on voit aussi dans Tenet qui était moins bien, ce qu'on voit dans les Batman, c'est des choses qu'on ne verra pas ailleurs. Des fois, il peut avoir une esthétique qui se rapproche un peu celle de Villeneuve, etc. Mais jamais on retrouvera la qualité sensorielle de Nolan chez Villeneuve. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve
déjà hyper impressionnant en termes d'expérience sur le moment. Mais surtout, en fait, c'est quelque chose que je respecte parce que mine de rien, ça reste un regard en fait sur une œuvre. Et le regard de Nolan sur l'Odyssée, c'est une expérience sensorielle. C'est le chant des sirènes, c'est l'entrée dans cette grotte, c'est ce cyclope, ces bruits à gauche, à droite. C'est cette inquiétude de savoir d'où vient le danger. Et tout ça, il le fait grâce à un mixage, un étalonnage, une lumière, un son extrêmement précis et d'une qualité assez folle. Donc voilà, et le regard, c'est quand même ce qu'on cherche dans une adaptation. On cherche un regard parce que sinon c'est juste la même œuvre, sinon c'est juste un remake. Une adaptation, c'est un regard. Et pour moi, je trouve que les films de Nolan, qui sont régulièrement des adaptations d'ailleurs, sont hyper intéressants. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'Odyssée est hyper intéressant. J'en ai fini avec l'Odyssée. C'est un film que tout le monde ira voir. Je pense que j'ai absolument pas besoin de vous conseiller. Je ne sais pas s'il va réussir à faire la performance de Oppenheimer en salle, s'il va réussir à faire remporter $1 milliard à Universal. Mais je l'espère parce que Nolan, je trouve qu'avec l'Odyssée, il le prouve encore une fois, c'est un réalisateur qui est hyper important. On peut lui trouver tout plein de défauts que moi je lui reconnais volontiers, mais je trouve que c'est un réalisateur à part et je trouve que encore une fois, ce qu'on voit chez lui, ce que vous allez voir dans l'Odyssée, vous le verrez nulle part ailleurs. On se retrouve très bientôt pour une double vidéo Backroom Obsession avec Noah. Qui sera hyper intéressante, que j'ai hyper hâte de tourner. Il faut juste que Noah voit Obsession, normalement il va le voir bientôt. Et on aura fait globalement les gros blockbusters en vrai de ces 2 derniers mois, donc c'est plutôt cool. Je suis pas sûr encore, tu vois, des films sur les Marvel et compagnie là. Il y a peut-être un peu moi que ça m'intéresse et puis ça m'intéresse de moins en moins. Enfin bref, on verra tout ça. En attendant, passez un bon été et à bientôt. Voilà, c'est enregistré dans la boîte. C'est dans la boîte. Help me go home. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free!